Alors, en ce qui concerne la violence de l'idéologie publicitaire, effectivement, Yvan dit bien que, au départ, je suis arrivé comme prof de lettres, habitué à faire des analyses de discours, pas simplement du discours littéraire, mais aussi du discours politique, du discours sportif. Et ce qui était intéressant, c'était de voir comment ça fonctionne. Donc, décrypter, déconstruire le langage publicitaire. Et très très vite, j'ai pris conscience de ce qu'était une idéologie. Ce langage, c'est pas simplement quelque chose, c'est pas simplement une technique de la signification, c'est aussi une manière d'instiller dans l'esprit des gens, de formater une vision du monde, c'est-à-dire une idéologie, une vision du monde qui est axée sur, évidemment, la consommation, la logique même, la philosophie même de la société de consommation. Alors, avant de parler, alors là, bien entendu, on va parler de la violence publicitaire. La violence publicitaire, c'est deux choses, et c'est pour ça que Yvan et moi, nous sommes complétés. C'est d'une part le système extérieur qui envahit le champ public, qui oppresse, qui opprime même, qui est encore plus, et naturellement, il est encore extérieur à nous. Mais c'est aussi la façon dont la philosophie publicitaire crée en nous-mêmes un être réduit à la consommation, qui n'arrive à chercher son bonheur que dans la consommation, et qui naturellement rate, il est foncièrement malheureux. Alors là, je vais aujourd'hui essentiellement essayer de montrer l'aspect intérieur, c'est-à-dire comment est façonné par le discours publicitaire, par l'idéologie, l'idéologie étant à la fois une vision du monde et un mode d'emploi de la vie qu'on peut avoir dans le monde. Et cette idéologie publicitaire, alors j'ai trouvé 5 axes de formatage de la personne par la publicité. Je vais donc parler d'abord, je vais donner tout de suite mon plan, du niveau de l'achat, du formatage au besoin d'acheter, du niveau de la consommation, c'est-à-dire du formatage à un style de consommation, du modèle de bonheur. Alors là, je vais m'étendre un petit peu, parce que ce modèle de bonheur est extrêmement intéressant, d'autant plus que c'est un faux bonheur, mais très très fort pour passer pour vrai, du modèle de communication, car la publicité prétend s'appeler communication alors qu'elle est en fait propagande, et les gens croient que communiquer maintenant, c'est faire sa propagande, c'est s'exhiber d'une façon médiatique. Et puis, il y aura un dernier point que j'analyserai, qui est la publicité comme mode de pensée. Quel est l'effet qu'elle peut avoir sur la façon de penser, et plus précisément pour moi, comment tente-t-elle au jour le jour de déstructurer ce que l'enseignement de français que j'ai fait essayait de structurer. Voilà. Alors avant d'entamer ces 5 points, je vais donner quand même une citation d'Épictète. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et voilà ce que dit Épictète. Vous entendez ça? Oui. Oui. Le pied est la mesure de la chaussure. Bon, là, vous ne pouvez pas comprendre, j'y reviendrai. Le pied est la mesure de la chaussure. Si tu vas au-delà de ce qu'il faut à ton pied, tu prendras un soulier doré, puis un soulier de pourpre, puis un soulier brodé. Une fois qu'on a dépassé la mesure, il n'y a plus de limite. Eh bien, quelques siècles avant Jésus-Christ, Épictète nous disait un petit peu ce qu'était que la philosophie publicitaire, c'est-à-dire avoir toujours des objets qui dépassent notre besoin, qui ne sont pas à la mesure de notre nature humaine. Bon, ça, c'est une première citation. Je vais tout de suite faire une deuxième citation, qui est très intéressante aussi, alors, qui est d'un petit ouvrage légèrement gauchisant, je m'en excuse, c'est Le Petit Larousse, bien sûr, à la rubrique Consommation, en 2001, c'était tout nouveau, le Petit Larousse a défini l'expression société de consommation. Très intéressant. Alors, il y a 3 ans, ça y était toujours. Je n'ai pas vérifié si ça y est encore. Et voilà ce que dit le Larousse. Société de consommation. Société d'un pays industriel avancé
où l'économie, pour fonctionner, s'efforce de créer sans cesse de nouveaux besoins, et où les jouissances de la consommation sont érigées en impératifs au détriment de toute exigence humaine d'un autre ordre. Bon, alors, normalement, une fois que j'ai dit ça, je devrais dire, écoutez, c'est peut-être pas vraiment la peine que je fasse ma conférence, tout est dit, je vais simplement apporter quelques précisions. Voilà ce qu'on trouve dans le Larousse, et c'est quand même extrêmement intéressant, et c'est-à-dire ça nous explique pourquoi la croissance piétine, parce que les gens finalement, soit ils n'ont pas les moyens, soit ils n'ont pas envie de consommer davantage. Et j'en viens à ma troisième citation, qui est de Jean-Marc Sylvestre. Elle est excellente. Elle est excellente. Vous allez voir pourquoi elle est excellente. Parce que c'est la définition même de ce qu'on appelle la marchandisation des besoins humains. Qu'est-ce qui pourrait faire que nous consommions davantage? Voilà le problème. C'est Jean-Marc Sylvestre, c'est Hollande, c'est Sarkozy, tous. Bon. Même Merkel, enfin bref. Eh bien, ce qui pourrait nous faire consommer davantage, c'est d'abord les désirs, les envies. Parce qu'on continue d'avoir des désirs, des envies. Oui. Et transformer ces envies en besoins, on peut tous le faire. Voilà. De besoins, bien entendu, qui donnent lieu à un achat. Bien entendu, c'est ça que veut dire Jean-Marc Sylvestre. Vous voyez que tout se complète et que, effectivement, on voit tout de suite que l'idéologie publicitaire est, dans la société de consommation, la face publique de ce qu'est l'impératif économique, faire consommer les gens. Voilà. C'est-à-dire transformer des besoins, des désirs, des envies qui sont d'un tout autre ordre, comme dit si bien le Larousse, besoins marchands qui vont nous faire crac. Voilà, en allant acheter. Premier niveau, donc, de la modélisation de nos pulsions naturelles, le désir d'achat. Le désir d'achat, classiquement, bien entendu, c'est, tout le monde le sait, des publicités répétitives qui veulent attirer votre attention, attirer votre intérêt, susciter un désir et vous faire acheter. Très bien. À ce niveau-là, la plupart des gens disent « Oh, moi, je résiste très bien aux publicités. Je n'achète que ce dont j'ai besoin. » La question est à ce moment-là, comment savez-vous ce dont vous avez besoin? Quel est votre besoin? Et naturellement, cette question-là, on ne se la pose pas trop, parce que lorsqu'on se met à poser la question « Quel est mon besoin ?», on finit par se demander si on a besoin de son besoin. C'est quand même quelque chose de très ennuyeux. Bon. Il y a une autre chose qui arrive aussi, c'est que, à partir du moment où on a un certain nombre de besoins qui sont plus ou moins satisfaits, on n'a plus envie d'avoir des besoins. On piétine. Et les publicitaires le savent d'autant plus qu'ils ont lancé une publicité, parmi d'eux, il y a quelques années, mais je vais citer que des slogans emblématiques. « Je n'ai d'envie que si l'on m'en donne. » C'est extraordinaire, car le fait d'assister à une société où les échanges sont devenus des rituels pratiquement obligés. D'abord parce que tout le monde achète, d'abord parce que d'autres achètent un produit que vous n'avez pas, d'abord parce que toute la vie de la cité est échelonnée sur des fêtes, des saisons, des moments où il faut acheter telle ou telle chose, et où les publicitaires, sentant parfois que vous n'avez plus besoin d'acheter pour vous-même, jouent la carte du cadeau, acheter pour faire plaisir à d'autres. Et ceci, ça crée quand même une sorte de pulsion d'événements dans la vie qu'il faut renouveler souvent, parce que sinon, vous avez le sentiment de ne plus exister. Donc, nous nous trouvons en face d'un certain nombre de personnes, de citoyens, d'enfants, qui tout d'un coup n'ont plus vraiment besoin, mais ont besoin quand même d'acheter, ce qui fait qu'un jour, je n'ose pas le dire parce que c'est méchant, enfin non, c'est pas méchant, c'est vrai, j'y ai assisté. Une de mes collègues entre en salle de prof, elle se frappe le front tout d'un coup et se dit ah, « Il y a 15 jours que j'ai rien acheté. » C'est vrai, hein. Je suis féministe, rassurez-vous, tous les misogynes. Bon, mais ça fait rien, quand même. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. La fille d'un autre collègue, d'après ce collègue, me dit pensez, ma fille est très généreuse, elle éprouve le besoin d'offrir une chemise tous les jours,
mais tous les jours, elle a besoin d'en acheter une nouvelle. Voilà. Alors, autre élément qui essaye de susciter chez les gens ce besoin d'achat qu'ils n'ont plus, eh bien, il y a un slogan, c'est ERA, qui vous dit ERA augmente votre vouloir d'achat. C'est extraordinaire. Quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a, par le biais de ce conditionnement permanent qui vous fait saliver devant des vitrines, alors que vous n'avez plus vraiment envie, qui vous donne le shopping comme l'un des divertissements principaux que l'on peut avoir quand on vit en ville, eh bien, devant cela, il y a comme une panne de la consommation chez un certain nombre de personnes. Bien entendu, c'est toujours parfois lié aussi aux moyens financiers, mais il y a quand même, ça existe. Alors que faire pour relancer des besoins qui puissent se traduire par des achats? Vous avez un deuxième système qui est l'espèce de conduite, de style de consommation que toute publicité réunie, les publicités mettent en avant. Parce qu'on oublie toujours qu'une publicité, ça n'est jamais simplement une publicité. Elle appartient à un système d'ensemble avec un certain nombre de fréquences au niveau de la rhétorique qui est développée, avec aussi un monde qui vous entoure et qui, lui, va pouvoir consommer, de sorte que les publicités vous donnent toujours le sentiment, lorsqu'elles lancent un produit, que tout le monde l'a déjà, est heureux, est en avance sur vous. Comment? Tu n'as pas vu le Titanic? Bon, par exemple, pour les films, etc. Il faut avoir vu ce que tout le monde voit, il faut avoir acheté ce que tout le monde possède, et si vous jamais vous posez la question tout seul, mais pourquoi faire un portable? On vous regarde de travers, comment? Vous n'avez pas de portable? Je n'ai pas de portable. Comment? Tu n'as pas vu le Titanic? Je n'ai pas vu le Titanic. Bon, alors naturellement, parfois on se dit, oh je veux le voir, pas tellement que je sais de la publicité, mais pour pouvoir en parler avec les gens qui l'ont vu. Et d'une certaine manière, les publicitaires essayent de ce moment-là d'entrer dans vos conduites de vie et proposent des conduites de consommation à mimer. Le mimétisme est un des éléments essentiels de l'argument publicitaire. Donc on a un premier niveau de conditionnement, c'est le désir d'achat, vous êtes face au produit, vous êtes face à votre achat, à votre besoin. Un deuxième niveau, mais si vous n'avez pas besoin, parce que les autres ont acquis, ou semblent avoir acquis, ou semblent avoir aimé ce produit, eh bien on va exciter chez vous ce qu'on peut appeler une sorte d'intimidation majoritaire. Si vous n'avez pas ce produit, vous allez être minorisé. Dans les cours de récréation, et même pas, et même avant d'entrer dans les lycées, et même dedans, effectivement, en 5e, 6e, 4e, il est bon d'avoir certains vêtements de certaines marques. Sinon, vous allez être pointé du doigt comme celui qui n'est pas en phase. Et ça, c'est quelque chose qui est naturellement très intéressant. La publicité joue toujours à l'idée que ce qui est nouveau est en progrès par rapport à ce qui est ancien. J'y reviendrai tout à l'heure en ce qui concerne la dialectique du vieux et du nouveau. Il est entendu que je me présente comme vieux. Alors, ne croyez pas. Alors ça, c'était le deuxième point. J'aurais pu développer, mais ce désir de consommation... Vous voulez peut-être un exemple ou deux, non Oui, il y a cette idée, par exemple, que les produits de beauté. Bon, les produits de beauté sont une chose. Vous pouvez très bien être naturellement beau ou belle. La plupart des gens sont... La plupart des femmes sont jolies. Il ne faut parfois trouver sous quel angle. C'est la même chose pour les hommes, etc. Mais il y a effectivement besoin, certains de produits. Pourquoi des produits de beauté? Quand je disais, j'ai eu 3 filles, qui avaient 15-16 ans, tu n'as pas besoin de produits de beauté, tu es belle par nature, tu es belle à cause de ton âge. Pourquoi un produit de beauté? Eh bien, parce que la beauté ne serait être que produite. Pourquoi un jean? Parce que tous les jeunes portent un jean. Que vous soyez garçon ou que vous soyez fille. Il m'a donné naturellement l'envie un jour de faire un jeu de mots sur la mode andro-jean. Bon, eh bien, si vous prenez maintenant les boissons sucrées, vous avez envie d'une boisson sucrée ou d'une boisson tout court pour vous rafraîchir. C'est une chose qui est très bien. Mais pourquoi se rafraîchir nécessairement avec un soda de telle ou telle marque, le drink des gens raffinés, par exemple? Voilà, pourquoi? Vous n'en avez pas besoin. Mais les conduites de consommation sont telles qu'elles naturalisent vos besoins.
Vous croyez avoir besoin de ce que les autres semblent avoir acquis, des conduites de consommation que les autres suivent, et si vous ne faites pas comme les autres, vous vous sentez largué par le troupeau. Ça, c'est quelque chose qui est un deuxième élément qui, naturellement, fait violence, car on est en état de minorisation quand on ne consomme pas, comme tout le monde, dans des groupes. Bon. Troisième élément, le modèle de bonheur. Quand on regarde les publicités, non pas une ou deux, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de les mettre en rapport les unes avec les autres. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre, je parle assez fort, non? Ça va? Il y a un certain nombre d'arguments qui reviennent, de manière de valoriser les produits qui reviennent. Vous avez par exemple la sexualisation des produits. Bon, c'est peut-être pas la peine que j'insiste, c'est éternel, ça n'a pas bougé depuis 40 ans, c'est toujours la même chose, et bien entendu, c'est toujours aussi la même déception. Parce que lorsque vous voulez avoir comme partenaire un produit fortement sexué, avouez quand même que ça n'apporte pas toutes les satisfactions qu'on pourrait espérer. Bon, ouais. Alors, vous avez un deuxième élément qui revient aussi, lié à la condition, au style de consommation dont je parlais tout à l'heure, c'est l'appel au consensus. Vous êtes supposé avoir un certain nombre de besoins qui sont tous les mêmes. Si vous communiquez avec les autres dans les mêmes produits, eh bien vous vous sentez en état de convivialité. Mais l'appel au consensus devient très vite tyrannique. Nous sommes tous pour. Nous avons tous consommé du. Vous aussi, comme les autres, faites ceci. Bon. Troisième élément, qui revient très souvent aussi, bien entendu, c'est le nouveau, la logique du nouvel homo. C'est-à-dire la nécessité de changer. Il faut toujours changer. Et il faut tellement changer que quand on veut changer le changement, il va falloir revenir à quelque chose de durable. Et c'est pour ça que vous avez ce slogan, je crois, du Crédit Agricole, une relation durable, ça change la vie. C'est très intéressant de voir que ce qui est de l'ordre de la fidélité ne peut être accepté dans le monde publicitaire que sous la forme d'un changement. Il faut changer et toujours changer. Alors moi j'ai eu par exemple, lorsque j'ai réédité, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que mon fameux livre, le Bonheur conforme, la Bible, eh bien Gallimard a fini quand même par l'abandonner il y a 3 ans, en me disant, bon, c'est plus d'actualité. Alors, naturellement, c'est posé une question, j'ai essayé de voir d'autres éditeurs qui m'ont dit, il faut changer vos exemples. Mais alors, je me suis dit, alors, si je change mes exemples, je tombe en plein dans la logique publicitaire et je fais un livre qui est un livre, finalement, qui est tout à fait dans l'air du temps, quoique, je vous signale que mon livre a quand même 2 avantages. Il était dans un langage post-moderne quand je l'ai écrit en 1981, et 30 ans après, bien qu'une lettre, bien que rien n'ait changé dans le livre, c'est devenu, on pourrait le dire, un discours néoclassique. Ce qui fait que, sans avoir à changer quoi que ce soit dans mon livre, je lui ai donné un coup de neuf absolument extraordinaire. Mais surtout, ce qui m'intéressait surtout, c'était de faire en sorte qu'on mémorise bien le type de publicité qu'on a depuis 40 ans, et qu'on s'aperçoive qu'il n'y a aucun progrès dans le respect des personnes dans la publicité, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même harcèlement, on essaie toujours de vous prendre de la même manière, dans le même... il n'y a pas grand-chose de changé, je dirais même que c'est devenu encore plus obscène qu'avant. Il faut voir la façon dont, sur Internet, on vous balance des publicités qui vous sautent aux yeux, on ne vous demande pas votre avis, etc. Ouais. Donc ça c'était pour le changement et le neuf, le nouvel homo. Très bien décrit dans le fameux sketch de Coluche que vous avez peut-être entendu, vous savez, avec les... Vous n'êtes pas, non? Quand il parle des campagnes jumelées entre ceux qui vendent des dragées laxatives et ceux qui vendent des nettoyants pour WC, vous savez, ça marche très bien. Oui, le nouveau est quelque chose de bien, mais la réciproque du nouveau, c'est qu'il faut bazarder ce qui est vieux. C'est très important, ça. Le nouveau, c'est « je le veux, je me l'offre ». L'ancien, c'est « j'en veux plus, je le balance, je le jette ».
Et il y a finalement dans l'usage de l'argument changement des publicitaires quelque chose qui correspond parfaitement à ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Au début, le produit, c'est le nouveau parfait, mais très vite, c'est devenu le vieux archaïque. On le balance. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. J'ai cité parfois la réaction d'un de mes petits-enfants quand il avait 3 ans, et qui un jour se fait engueuler gentiment par son père, qui est une crème. Il lui dit « Tu n'es plus mon papa. Je vais te jeter à la poubelle et j'en achèterai un autre. » Alors, je ne suis pas sûr qu'il pensait profondément ce qu'il disait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a parfaitement retenu le schéma dominant, à la fois de l'idéalisation immédiate du neuf et du rejet aussi immédiat. Car le produit, moi je ne suis pas contre le produit. Le produit c'est quelque chose, quand on le regarde en profondeur, qui est le fruit d'un travail humain et qui peut être l'occasion d'une relation entre quelqu'un qui produit et quelqu'un qui utilise, qui consomme, au bon sens du terme, ce produit. Mais le produit tel que en publicité, coupé du producteur, coupé en fait du consommateur, ça devient une sorte de réalité vide qui est à la fois quelque chose qu'on va idéaliser en le couvrant de signes qui n'ont rien à voir avec ce qu'il est, et pour ensuite le jeter avec la même indifférence. Alors bien entendu, cette espèce d'attitude qui consiste à dire « je le veux, je me l'offre, j'en veux plus, je le jette », c'est tout à fait quelque chose de désagréable lorsque ça se met à essaimer dans les relations entre les êtres, et notamment avec les partenaires amoureux. Je le veux, je me l'offre, j'en veux plus, je le jette. Bon. J'en viens naturellement au 4e point, le devoir de plaisir. Je ne sais pas si vous êtes heureux ou pas, je ne sais pas si le mot plaisir vous fait plaisir, mais quand même, le problème des publicitaires, c'est qu'on nous offre comme plaisir des choses qui n'excitent pas forcément tout le monde. Mais voilà, et il faut être heureux à la manière des autres. Il y a un hédonisme publicitaire qui monte le plaisir qui le monte en pinacle, qui en fait vraiment le bonheur humain, alors que ça n'a rien à voir avec ça. D'abord parce que le plaisir, il faut en changer. Il y a un slogan qui dit « le plaisir, c'est changer de plaisir ». Deuxièmement, le plaisir est très souvent lié à des modes de vie, hédonistes de classe supposée aisée. La personne méprisable, eh bien, c'est le travailleur laborieux qui gagne ses sous en suant. Le pauvre paysan qui est quand même un peu gros, par opposition à la classe aisée qui possède les objets dernier cri et qui, du haut de ces objets, méprise le reste de la population. Il y a ça dans l'éloge du plaisir par les publicitaires. Et alors il y a naturellement un 5e point, toujours, c'est le fantasme du pouvoir. À force de parler de pouvoir d'achat, on oublie que l'achat est aussi le moyen d'acquérir du pouvoir. Le pouvoir d'appuyer sur un bouton qui va mettre en route une cafetière, une machine à laver, une voiture, etc. Mais le consommateur est quelqu'un qui est séduit très souvent dans son désir de pouvoir parce qu'on lui offre des objets, des machines qui vont démultiplier, si vous voulez, leur désir d'action. C'est quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on aime bien les voitures qui vont vite? C'est extraordinaire de pouvoir s'adonner au mythe du centaure et de franchir des espaces. Eh bien, le publicitaire offre, sinon le pouvoir, du moins le mirage d'un pouvoir extraordinaire sur les objets et, à partir des objets, sur les gens, bien sûr. Il y a une publicité de 4x4 qui dit, textuellement, comme le slogan, « dominer le monde ». Mais bien entendu, lorsqu'on dit aux gens « dominer le monde », ils sont dominés par les personnes qui leur disent de dominer. C'est un gros truc, bien sûr. Alors, je vous ai donné là quelques éléments qui reviennent tous souvent. Mais il y en a d'autres. Et il y en a même un qui est central, c'est l'héroïcisation du produit. Le produit est le héros de votre vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Alors, regardez bien ici où ça va devenir compliqué. Le produit est le héros de votre vie, certes, mais pas simplement dans l'ordre matériel.
Le produit, ce n'est pas simplement quelque chose qui va déboucher au lavabo. Le produit, c'est quelque chose qui va vous donner aussi, par exemple, je ne sais pas moi, l'intelligence de la création, la transgression révolutionnaire. C'est-à-dire que toutes les valeurs traditionnelles ou pas traditionnelles sont alliées par la rhétorique publicitaire dans des produits, de telle sorte qu'on vous dit, avec le produit, vous allez avoir le rêve produit, la beauté produit, l'intelligence produit, le plaisir produit, et que sais-je encore. Bon, je pourrais vous donner des exemples, là j'en ai quelques-uns que j'avais mis ici. Ah ben non, ils n'y sont plus, c'est pas grave. Oui, oui, donc vous avez quand même, par exemple, Pharmaton Maximois. Voilà, révolutionnez vos placements. Vous avez un certain nombre de produits comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore Ah oui, alors, parmi les valeurs centrales et essentielles, le produit, c'est la vie. Ah oui. Attendez, la vraie. Quand même, le produit, c'est aussi la vérité. La vérité, c'est bon pour la santé. Slogan d'une revue qui s'appelle Astroform et qui vous révèle ce que les astres savaient, que vous ignoriez, sur l'avenir qui doit être le vôtre. Donc, la vérité, c'est la santé. La liberté. Le produit, c'est la liberté. Attendez, je l'ai encore là, celui-ci. Voilà. La liberté. Une idée qui est dans l'air. Alors c'est très intéressant de voir que la liberté, l'amour de la liberté, est justifié par le fait qu'elle est à la mode. Vous pourriez très bien avoir la dictature, une idée qui est dans l'air du temps. Et toutes les valeurs peuvent être comme ça, mises. Alors je vais vous montrer celle concernant la plus classique concernant le sexe et la publicité. Là, voilà. Vous ne l'avez pas vu dans un des livres dans un des casseurs de pub, non? Ça vous a fait. Ah, c'est qu'on parle de sexe, les gens sont intéressés. Alors bon, dans la revue Stratégie, il y a des annonceurs qui viennent dire aux publicitaires ou aux autres, venez faire de la publicité chez nous. Et Playboy, ainsi que lui, ça date d'il y a 40 ans, mais ça ne fait rien, c'est simplement, font de la publicité pour dire aux annonceurs, venez faire de la publicité de vos produits chez nous, vous allez pouvoir motiver pas mal de nos clients. Pourquoi? Eh bien, vous allez comprendre avec le texte que je vais vous lire. La volupté inachevée, la possession imaginée sont créatrices de tensions, naturellement résolues par leur transfert sur ce qui est possible, réel. Les magazines, lui, et Playboy, dans lesquels la beauté, le luxe sont à la fois offerts et obtenus, dénouent nécessairement les pulsions qu'ils font naître en les tournant vers le contenu publicitaire du support, transformant l'objet du désir en désir de l'objet. Wow. C'est intellectuel. Le texte est, il faut le dire, assez remarquable. Alors, je vais vous lire. Ce jeu de miroir où le rêve et le vécu s'échangent apparaît comme le mécanisme le plus subtil que l'on puisse concevoir pour orienter l'esprit vers l'action, la consommation, donc l'achat. Alors vous pouvez admirer cette gradation magnifique vers l'action, la consommation, l'achat. Ça, c'est ce qu'on entend très souvent. Alors, parmi les valeurs qui sont consacrées, il y a bien entendu la libération de la femme. Ah bah oui. Alors là, je vous donne une publicité un peu plus récente, qui a simplement une quinzaine d'années, pour la journée, naturellement, de la femme, début mars 2001 ou 2002, je ne sais plus, dans un journal qui s'appelle Le Monde, voilà, 8 mars, Journée internationale de la femme,
8 mars 2002, c'est tout récent, 13 ans, il y a 13 ans, il y a 12 ans. Alors, la marque Simone Perel a voulu s'associer à la libération des femmes. Elle a une raison, et voilà effectivement ce qu'elle veut dire pour célébrer la femme. Et vous remarquez que dans son anatomie, cette femme a un petit détail concret qu'on ne voit pas parce que ça manque, mais quand on y réfléchit un certain temps, moi j'ai mis du temps, au bout de 3 jours, je me suis dit, mon Dieu, mais où est sa tête? C'est une femme, et oui, c'est une femme sans tête. Moi, je ne suis pas tout à fait comme les autres. La première chose qui m'intéresse chez une femme, c'est le visage. Bon, enfin, je ne dis pas que je m'arrête forcément là, mais alors là, je me suis dit quand même, il y a un manque fondamental. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il me semble que les femmes ont une tête. On parle d'un femme de tête, un esprit dans la tête, un cerveau disponible, comme tout le monde, un cerveau en état d'alerte. Bon, très souvent. D'ailleurs, j'ai épousé une femme, je suis né d'une femme, j'ai eu 3 filles, et je peux vous dire que là, l'intelligence règne. Bon. Alors, je m'en suis inspiré d'ailleurs parfois. Voilà donc, en ce qui concerne, quelques valeurs associées. Mais il y a une valeur fondamentale qui est associée au produit, et qu'on oublie très souvent, c'est, je vous le dis, eh bien c'est le moi. Le moi. La publicité vous donne une identité. Exactement. Alors, moi et mon auto, on déteste l'incognito. Pharmaton Maximois. On est tous vaches qui rient. Je me suis vu dans la redoute. Ma crème, c'est tout moi. Ma corsa, c'est moi. En Duvernois, je suis moi. Être quitte ou rien. Être dîme jusqu'au bout. Si t'es pas Gémeaux, tu le deviendras. Ah oui, reventez-vous la vie. Je suis palmolive, ça se lit sur mon visage. Attendez, il y en a encore. Ah oui, c'était du 4-4. Un 4-4, écoutez votre âme. Bon, alors il y en a plein d'autres, je ne vous les dis pas toutes. Ah oui, il y a aussi celle-ci, bien sûr, que vous connaissez. Soyez différents. Pensez Pepsi. Alors, naturellement, j'en ai réuni un certain nombre. Regardez bien, vous allez voir comme le jeu, le moi, est développé dans les publicités en liaison avec l'identité. Bien entendu, donner l'identité aux gens à travers le produit, ça veut dire qu'en dehors du produit, ils n'ont pas d'identité. Ils ne sont rien, ce sont des personnes vides. Alors, il y en avait une qui m'avait beaucoup plu, malheureusement, je n'ai plus que la photocopie, c'est dans une revue, il y a quelques années, une revue qui promettait l'idéal. Ça, c'était, sur la page de gauche, soif d'idéal. Vous voyez, une jeune fille, comme j'en rêvais quand j'avais déjà 15 ans, voilà, et naturellement, qui tend vers le 7e siècle, pour moi, et que j'ai rencontré d'ailleurs, nous vivons ensemble, nous avons 3 enfants et 9 petits-enfants. Donc voilà, soif d'idéal. Alors naturellement, vous allez dire comment désaltérer cette soif. Alors, à la page de droite, on explique. Ça devient fin d'essentiel. C'est fin d'essentiel. Je ne raconte rien, Alors, comment est-ce qu'elle va? Alors, voilà le texte qui explique. Envie d'être moi. Et là, je ne mot. Envie qu'on pense à mes fins de moi. Enfin, moi, c'est pas tellement moi. Enfin, envie de m'y retrouver. Mais surtout de me retrouver moi. Envie d'être exigeant, sourcilleux, économe, dépensier. Vous remarquez que c'est une femme qu'on a vue, c'est un homme qui parle. C'est bizarre. Si je peux, quand je veux, et surtout, envie d'être heureux. Il paraît qu'il y a des endroits quand même que faire comme ça. Et rester soi. J'ai envie. Je vous connaissez Géant? Géant. Alors, vous avez là, très exactement, vous l'avez tout de suite reconnu, ce que Marcuse appelle la désublimation répressive. Bon, il y en a qui font des têtes. En 1968, j'étais déjà jeune. Il y avait
un monsieur, un philosophe qui était beaucoup lu, parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelle « L'homme unidimensionnel ». Et il disait en substance la chose suivante, en décrivant la société américaine: la société de consommation, bon bah, d'ailleurs Célia l'a dit aussi, c'est le corps, c'est pas l'âme, ce ne sont pas les valeurs spirituelles ou intellectuelles, au sens le plus large, c'est le corps, c'est les jouissances matérielles, telles que les décrit Larousse. Il dit, mais, bien entendu, en dissociant l'image de l'homme précédent, qui était corps et esprit, mens sana incorpore sano, en lui retirant apparemment toutes les valeurs spirituelles, il se trouve en face des objets matériels, des produits, sans les valeurs. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. On va réinsérer ces fameuses valeurs de liberté, d'intelligence, de bonheur, etc., dans le produit, en faisant croire que ces valeurs perdues dans leur ordre propre se retrouvent dans l'ordre de la consommation. Donc, l'homme n'est plus que unidimensionnel. Il est censé vivre dans la simple dimension matérielle, celle du produit, ce qui était traditionnellement de l'ordre des sublimations intellectuelles. C'est le grand mécanisme de la publicité. Et c'est pour cela que les gens ont beaucoup de mal à accepter l'idée de décroissance. Parce que tout leur laisse entendre que la croissance de leur être profond, de leur être humain, est liée à une croissance économique, à un progrès économique, à un progrès technique. Et à partir du moment où on leur dit « mais ce progrès n'a pas du tout produit le bonheur qu'on pouvait espérer », eh bien, les gens se disent « mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Donc, ceci est essentiel, parce que ça explique pourquoi, tout en étant comblé de produits, on est dans la frustration. On est dans un état où on semble avoir tous les produits supposés de nous satisfaire, et cependant, on demeure insatisfait. Pourquoi? Parce que ce qu'on entend en profondeur, c'est une nourriture de l'âme, enfin, au sens général, et non pas simplement une nourriture d'ordre matériel. Et voilà, c'est le grand manque actuel, et ça, la publicité le refait en permanence. Parce que, bien entendu, comme le dit Serge Attouche, il faut décoloniser l'imaginaire de la consommation. Mais la publicité est là pour recoloniser en permanence notre imaginaire par les mirages de la consommation. Refaire l'imaginaire des enfants en les branchant sur les mirages de la consommation. Bon, c'est tellement évident que je passe au point suivant, qui est, ça va? Bon, on en parlera tout à l'heure, qui est le modèle de communication. Alors ça me met en grogne quelque part, parce que moi, professeur de français, j'apprenais à mes élèves que la communication, c'est ce que se passe entre deux personnes qui échangent des informations, qui échangent leurs vertus, qui échangent à tour de rôle, qui mutualisent, si j'ose dire, leur vécu humain, et qui, bien entendu, cèdent la parole à l'autre quand ils ont assez parlé. Je vais y venir, moi aussi. Bon. Et alors, les publicitaires, c'est pas du tout ça. La communication, c'est quand j'envoie aux gens un discours suffisamment habile pour qu'ils ne puissent pas me répondre. Alors, vous voyez bien que, alors, attention, dans les milieux publicitaires, vous pouvez être, par exemple, directeur de la création, c'est-à-dire que vous vous occupez de façonner des spots publicitaires, directeur de la communication, c'est absolument, ils sont tous mon Dieu, si vous voulez, et voilà. Bon, alors que le mot communication, alors, et vous remarquez qu'on ne communique plus quelque chose, on communique sur. Et vous comprenez aussi pourquoi le monde politique n'existe plus en tant que représentant de ce qu'attendent les gens. Parce qu'on leur a envoyé du « je communique sur », alors qu'en fait, ce que les gens voudraient, c'est être écoutés dans leurs demandes profondes. Et voilà pourquoi la logique de la communication publicitaire est une violence permanente, réduit l'idée de communication au fait de se vendre en faisant de l'exhibition. J'en ai été moi, est-ce que je vais oser le dire, j'en ai été moi-même victime, une année où j'ai été invité en tant que professeur lambda à parler des sujets du bac. Il y avait en face de moi Jean d'Ormesson, bon, j'étais très flatté, j'ai parlé naturellement, j'ai dit des choses qui étaient de bon sens,
Et une fois les micros fermés, l'animateur me dit « Ah, dites donc, vous vendez bien !» Il m'a dit « Vous vendez bien !» Je dis « je vais vous envoyer la facture, quoi. » Je suis venu bénévolement, d'ailleurs comme aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le monde dans lequel nous vivons. Vendez-vous. Et bien entendu, vous devez vous-même vous considérer comme un produit sur lequel vous allez faire de la communication. Je vais faire de la communication sur moi-même. Je vais raconter ma petite vie, storytelling, et puis avec ça, je vais réussir à convaincre les gens. On va dire quand même, c'était pas mal ce mec cet après-midi. Oh, mais son bouquin est un peu cher. Bon, enfin bref. Alors, je vais passer tout de suite au 5e moment. Ça va, encore. C'est-à-dire la façon dont la publicité travaille notre mode de pensée. Alors là, excusez-moi, je vais vous faire rire. Alors que c'est quand même dramatique. Alors là, j'ai pas d'exemple. Tenez-vous bien. D'abord, 1. La publicité encourage explicitement la démission de l'esprit. Ce n'est pas le cerveau disponible, Cacha, c'est le cerveau indisponible, c'est-à-dire hors d'état de critiquer. Bon, voilà un exemple. Pourquoi résister quand on a les moyens de se soumettre? C'est pas moi qui dis. Tant qu'à subir la publicité, autant l'aimer. J'ai dit ça pour le réveiller. Hein. Voilà. Laissez vos sens prendre le pouvoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la vérité c'est bon pour la santé. Deuxième élément, chaque fois que la publicité utilise le mot esprit ou le terme pensée, c'est toujours à propos d'une conduite d'achat. Exemple, l'esprit Shopping, pense à ce que tu bois, Gloria, le concentré d'idées, l'esprit frais, l'esprit d'aujourd'hui, Fleury-Michon, la caisse d'épargne, ils ont changé, mais c'était comprendre les gens pour comprendre l'argent. Je vous ai dit soyez différents, alors vous avez aussi bien entendu la slogan que vous avez entendu, je pense, si vous avez la mémoire, je suis en Europe, donc je pense en euros. Voilà quelques exemples, il y en a plein d'autres. À un moment, j'en ai lu, je ne l'ai même pas en tête, quelqu'un qui dit, mais finalement, la publicité ne cherche pas à vendre des produits maintenant, elle cherche à vendre du sens. Oui, carrément. Ah oui, les gens ont besoin de sens. Donc on ne va pas se contenter de leur vendre des produits, on va leur vendre du sens. Parce qu'ils ont besoin d'avoir l'air de comprendre quelque chose, de progresser intellectuellement. Moi, là, je suis venu vous vendre du sens. Gratuitement. Alors ensuite, ça n'est qu'un début, la publicité se livre, bien entendu, à des moyens qui sont des moyens tendant à court-circuiter la réflexion rationnelle, la réflexion critique. Par exemple, la visualisation à tout prix. L'image règne en publicité. C'est l'image qui, en tant que telle, a une puissance d'adhésion que vous ne pouvez pas, quand vous la recevez, que vous ne pouvez pas, disons, éloigner de vous. Vous ne pouvez pas distancier. L'image est quelque chose qui entre dans votre flux psychique directement. Edgar Morin disait cela à propos de la magie du cinéma. Ce qui est très fort dans le cinéma, quand on est dans une succession d'images, c'est qu'elles entrent dans le flux naturel de nos pensées et de nos images, de telle sorte qu'il est très difficile de les mettre à distance et de, finalement, se défaire de ce à quoi elles nous portent. Même chose pour une certaine musique rythmée. Bien sûr, le rythme, c'est une bonne chose, la musique, c'est une chose extraordinaire, mais il y a quand même quelque chose dans la musique qui tend, si j'ose dire, au niveau rythmique, au niveau viscéral aussi, de vous emporter bien au-delà de ce que vous voudriez faire. Par exemple, un philosophe comme Jankélévitch détestait la musique allemande à cause du nazisme et des musiques dont il se servait pour faire
marcher au pas les soldats. Et il disait, Jankélévitch, philosophe, disait, il y a quelque chose de paradoxal dans la musique, c'est qu'elle nous entraîne, elle joue sur nous indépendamment de notre capacité intellectuelle. Bon, c'est pas vrai de toutes les musiques, il y en a qui disent que Jean-Sébastien Bach fait penser. Mais je vous signale quand même que il m'est arrivé de faire un voyage de classe avec les élèves qui mettaient de la musique techno, et au bout d'un certain temps, les trois profs que nous étions, vous ne pourriez pas changer un peu de musique? Alors ils nous ont concédé un quart d'heure, on s'est dit, allez, on va prendre les 4 saisons du Vivaldi. On a pris les 4 saisons du Vivaldi. Et au bout de 10 minutes, ils nous ont dit, ça nous prend la tête. Bah, toujours est-il que la musique est quelque chose, alors bien entendu, les leitmotivs en musique, on appelle ça je sais plus, il y a un nom technique qui m'échappe, mais ça paraît. Alors, je vais en venir maintenant à un autre aspect de la rhétorique publicitaire, qui est l'emploi des figures de style que sont en particulier la tautologie et le principe de contradiction. Alors, naturellement que je la retrouve, vous savez bien entendu, bon, on va commencer par le principe de contradiction. Voilà quelques slogans publicitaires. Quand de rêve, ça ne change rien, et c'est ça qui change tout. Vous avez vu tout à l'heure que le mot changement, il faut bien entendu qu'il soit. Bayard Presse, ça vous change les livres. Choupi, la tradition, c'est tendance. La laitière, le fromage blanc de campagne, ce qui est nouveau, c'est qu'il est comme autrefois. La bourse, exhibant le marteau et la faucille, et si la bourse profitait à tous. Un vêtement a pour slogan la mode de l'authenticité. Une campagne CFDT a pour slogan ceci n'est pas une publicité. Vous allez naturellement comprendre plus facilement le slogan en perse, même mouillés, ils sont secs. Et alors j'ai parlé tout à l'heure de Palmolive, qui a aussi quand même fait quelque chose de brillant. Quand il n'y en a plus, il y en a plus. Ça, bon, alors c'est pas la peine que je poursuive ma démonstration, vous êtes déjà complètement imbibé de cette espèce de... Alors j'ai aussi la tautologie. Alors vous savez ce que c'est que la tautologie? C'est cette figure de style qui consiste à définir le même par le même. Exemple, De Gaulle qui dit « La France, c'est la France ». Et c'est très risqué de sa part, parce que ce que ça veut dire en profondeur, c'est la France que j'aime, la France idéale, etc. C'est la France. C'est-à-dire la France qu'il définit autrement en disant « les Français sont des veaux ». Vous voyez que... Bon. Il y a aussi un slogan publicitaire qui dit « parce que la femme est une femme ». Alors c'est un slogan extrêmement vicieux, puisque ça veut dire la femme traditionnelle est supposée être quelqu'un qui adore les produits de beauté, etc. Et alors naturellement, le produit de beauté que je vous propose est un produit qui va rendre la femme encore plus féminine, s'il se peut. Voilà. Donc, parce que la femme est une femme. Alors, j'en ai quelques autres. La Super 5, plus 5 que la 5. La 205 GTI, plus GTI que jamais. Ford, encore plus Ford. Philips, la lumière qui démode la lumière. Café grand-mère, noir, c'est noir. Heineken, la bière qui fait aimer la bière. Le journal du dimanche, il est seul parce qu'il est unique. Et puis alors celle-là, justement, à propos des femmes, j'en ai cité une autre, celle-là est encore meilleure. Cette année, je ne sais plus quelle année c'était, les femmes ressemblent à des femmes. Non, c'est important, parce que faut quand même, si vous êtes femme, imaginez-vous un peu dans la peau d'un homme ou d'un garçon. Peut-être un peu désorienté parfois. Là, il arrive dans l'année, cette année, les femmes ressemblent à des femmes. Pas de problème, je ne me tromperai pas. Bon, alors j'ai l'air pas très sérieux, excusez-moi. C'est parce que j'ai bu tout à l'heure. Je vais arrêter là. Vous avez bien vu qu'à tous ces niveaux, la publicité est une entreprise qui finalement pénètre dans les esprits.
mine de rien, et les habitue essentiellement à se soumettre. C'est un langage de soumission permanente au groupe ou à ce qu'on pense qu'il fait, ce qu'il consomme, au groupe et à son mode de vie, à la modernité supposée, à la mode supposée, et si vous voulez vous mettre à la mode, vous participez à l'oppression du nombre, puisqu'on est dans une démocratie où l'idée de majorité est complètement pervertie, puisque dans une vraie démocratie, le fait de choisir à la majorité, c'est toujours, non pas pour écraser la minorité, mais pour, faute de mieux, arriver à une décision majoritaire, parce qu'on n'a pas réussi à faire en sorte que les gens s'entendent. C'est pour ça qu'en Afrique, il y a des discussions à perte de vue qui n'en finissent pas, parce que dans certains villages, on veut ne prendre une décision que lorsque tout le monde sera d'accord, en la modifiant petit à petit. C'est beaucoup plus le sens de la démocratie que nous l'avons. Nous sommes dans un monde où la démocratie, c'est comment avoir l'air d'être majoritaire pour écraser ceux qui ne savent pas qu'ils le sont et qui sont minoritaires. Et quand j'ai publié mon livre, j'étais surpris par ça. J'étais surpris par le nombre de personnes qui me disaient « Oh, finalement, je pensais bien ce que vous pensez, mais je n'osais pas le dire. » Parce que je pensais que les autres pensaient je croyais que les autres pensaient directement. Donc, finalement, alors, ce qui est important aussi, je vais en conclure là-dessus, c'est que toute cette idéologie proprement publicitaire n'est plus seulement publicitaire. Elle a gangrené l'ensemble des médias, le gros des médias. L'idéologie médiatique est toujours en train de vendre quelque chose, c'est absolument incroyable. Elle est toujours en train de vous dire que si vous n'êtes pas adapté à l'instant T, vous êtes un vieux machin qui est à jeter, parce que c'est toujours ça. Elle est toujours en train de vous faire l'éloge du temps présent, en ne se rendant pas compte que c'est le plus sûr moyen de fossoyer ce temps présent. Par exemple, la fameuse formule « tout de suite », héritée de 1968. Si je vous donne tout de suite, aujourd'hui dimanche, ça veut dire que je vais vous offrir lundi, puisque lundi est après dimanche. Mais si je vous donne demain, dans aujourd'hui, il n'y a plus de futur pour vous. Et donc, la logique du tout de suite, c'est que si vous avez tout de suite, vous mourrez demain, enfin ce soir. Et c'est tout le temps comme ça. C'est pour ça que l'hédonisme publicitaire, vous regardez, j'en ai vu encore un exemple tout à l'heure, c'est Walt Disney qui disait c'est déjà enfin Noël, et puis le 9 novembre. Donc on peut avoir Noël le 9 novembre. Mais alors il n'y a plus d'attente de Noël. Quand j'étais tout petit, il y avait l'attente, encore plus petit que ça, hein, bon, il y avait l'attente de Noël, l'attente des cadeaux, mais l'attente des cadeaux, bon, ça venait du Père Noël, c'était quelque chose auquel on pensait depuis des semaines. On avait mérité plus ou moins quelque chose. Ça ne tombait pas comme ça gratuitement. C'était une attente, et c'est cette attente d'ailleurs qui fait partie du désir et qui produit un gros bonheur. Un désir satisfait sans qu'il n'y ait eu d'attente, c'est un désir qui ne rend pas heureux, parce que, bien entendu, ça n'est qu'une envie. Alors justement, vous venez peut-être, puisque vous êtes tous cultivés, de Ronsard qui disait « Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie », maintenant c'est « Cueillez dès aujourd'hui les roses de demain ». Et demain, il y aura donc plus de planète. Nous allons vers l'effondrement. J'arrête là. On applaudit. C'est, quand on se lance dans ce type de résistance, c'est de se faire entendre. Voilà. Et donc de risquer, en allant dans les médias, de se faire entendre en étant déformé. Par exemple, vous allez voir, c'est arrivé de multiples fois, des tables de 4 ou 5 personnes où vous êtes l'anti-publicitaire de service, avec des gens qui sont bien dans le système, à qui on prête davantage la parole qu'à vous, et le résultat, c'est qu'on dit « Oh, il y a quelques illuminés extrémistes qui sont contre la consommation, mais le gros du public est resté quand même fidèle, il attend la croissance, la consommation. » Voilà, c'est ça. C'est le gros problème. Et en même temps un piège, si vous voulez, parce que vous pouvez très bien passer brillamment dans les médias, et puis bon, voilà. D'autant plus que les gens sont ambigus. Et alors c'est là où on a à se regarder soi-même, c'est que
moi aussi je suis toxicodépendant, par exemple, en ce qui concerne les événements. Je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais parmi les éléments que la publicité se donne, naturellement, c'est de lancer les produits comme des événements. Mais en même temps, on voit bien que les médiaticiens lancent les événements comme des produits. Et la boucle est très vite bouclée lorsque finalement les animateurs de radio-télévision sont en même temps des gens qui vendent des produits et qui se servent et qui vendent des événements. Et c'est la même logique qui fait que l'événement n'est plus qu'un produit commun. Et vous apercevez que lorsqu'on est en été, il y a de moins en moins d'événements. C'est bizarre. Voilà. Parce qu'on est heureux. C'est pour ça que les politiques s'entourent de plus en plus de communicants. Oui, pardon, c'est bon. Je dis les politiques s'entourent maintenant que de communicants. Bien sûr. C'est avec on ne va pas directement, on a même des entreprises, on a affaire qu'à leurs communicants. Oui. Bon. Qui communiquent sur et qui conseillent mal, c'est surtout pour les politiques. Oui. Et moi, dans le sein des études en économie, j'ai lu certains travaux qui faisaient état d'une relation entre valeur et croissance. La relation entre des économies, j'ai pu les noms, il y a assez longtemps, qui essaient de faire mettre en relation bonheur et croissance, notamment les parents, plus ou moins les pays européens avec les pays. Oui, comme j'avais dit tout à l'heure, par exemple, avec le mythe du progrès fondé sur un certain nombre d'inventions technologiques. C'est vrai qu'il y a des technologies qui sont extrêmement fortes, compliquées, mais ce n'est pas parce que quelque chose est techniquement évolué ou en progrès que l'usage qu'on va en faire va nous rendre plus heureux. C'est là où est le problème. On croit toujours qu'on confond toujours évolution et progrès. Ça, c'est vraiment une confusion systématique au niveau des médias. Voilà. On voit bien qu'il y a des gens qui vivent avec des niveaux de consommation bien moindres, avec des outils beaucoup moins élaborés, et qui finalement les maîtrisent mieux et sont plus heureux avec. Bon, il n'y a pas de rapport direct entre les deux. Et, bon, on pourrait en parler longtemps, mais bon, je fais aussi partie, vous avez chanté, je pense que vous connaissez, vous avez connu la revue Casseurs de pub, vous lisez peut-être le journal de la joie de vivre qui s'appelle La décroissance, et qui est totalement complémentaire de ce que fait RAP, parce que bon, ça, la création du journal La décroissance, comme vous le savez, enfin je vous le rappelle si vous ne le savez pas, ça vient d'un publicitaire qui à Lyon travaillait chez Publicis durant la semaine et qui militait dans des réseaux écolos le week-end. Et un beau jour, il s'est dit, ce que je fais en tant qu'écolo, ça va directement dans le sens contraire de ce que je fais en tant que publicitaire. Il était quand même directeur artistique, donc d'ailleurs c'est lui qui a fait cette rentrée sans marque que vous voyez là-bas, ou arrête de consommer, qui est là. Bon, tout ça, c'est lui qui a fait ça. Et alors un beau jour, bah, il a fait le pas, il a dit, j'arrête. Il s'est mis à vivre au SMIC à peine, et puis il a lancé la revue Casseurs de pub. La revue Casseurs de pub a été lancée en 99, fin 99, et avait produit un petit spot publicitaire de 30 secondes qui montrait la Terre qui, à force de manger, éclatait. Et naturellement, cette spot publicitaire a été refusée par la régie publicitaire des chaînes TV, au prétexte qu'il ne vendait rien. alors qu'il y a des publicités dites d'intérêt général qui, elles, ne vendent rien non plus. Bon, voilà. Et donc, il a lancé Casseurs de pub, et au bout de 2 ans, il s'est dit, bon, on casse la pub, c'est bien, mais la publicité est le produit de la société de consommation, qui a besoin d'aide pour se maintenir dans l'être, si j'ose dire. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à un autre type de société qui ne soit pas centré sur la consommation perpétuelle, le progrès dans la consommation, et donc qui ne soit pas centré sur la croissance. D'où l'idée de faire une revue qui s'appelle La décroissance. Moi, à cette époque-là, j'ai reçu quelque chose d'important,
j'avais fait, si j'ose dire, j'avais viré ma cutie en ce qui concerne la publicité, mais en ce qui concerne le type de société, je n'étais pas encore prêt à penser qu'une société de décroissance, non seulement était désirable, mais allait se produire de toute façon, compte tenu des limites naturelles de la croissance. Et effectivement, moi j'aurais aimé qu'on mette un trait d'union entre dé et croissance, pour signifier que ce contre quoi on s'opposait, ce n'était pas sur l'idée de croissance, tout le monde veut croître, tout le monde a envie de devenir, sinon plus, du moins mieux. Et même, on le désire tellement qu'il arrive à un âge où on s'aperçoit qu'il y a une décroissance inévitable. Bon, moi, je viens d'entrer pour ma 75e année, et je me dis, quand même, j'ai encore un peu de chance, parce que mes neurones ne sont pas complètement encore estompés, mais ça va venir, oui. Bon. Donc, j'ai pas envie de décroître. Personne n'a envie de décroître. Mais par contre, adhérer à la décroissance économique, ça, c'est bien entendu quelque chose d'autre. Oui. Je crois que vous avez écrit sur George Orwell. Pourriez-vous nous en dire quelques mots sur le rapport de l'œuvre de George Orwell et de l'aliénation publicitaire? Oui, alors ce qui concerne George Orwell, j'avais l'habitude d'enseigner dans mes classes deux livres fondamentaux du XXe siècle, Le meilleur des mondes et 1984. Comme j'avais écrit avec un ami, un Jacques Brel, dans les collections Profil d'une œuvre, en 1979, chez Hatier, j'ai proposé qu'on fasse ensemble un profil d'une œuvre sur 1984. Ça nous a été refusé. On nous a dit pourquoi. Restez assis. Un représentant a dit 1984. En 1985, ça sera dépassé. C'est des choses qui ne s'inventent pas. Je vais vous en donner une autre. J'ai fait avec cet ami un ouvrage sur Jacques Brel qui était terminé en 1973. En 1976, comme ça ne paraissait pas, on est allé voir le directeur des éditions Hatier. Il a dit « Messieurs, votre ouvrage, non, votre produit est bon. » C'est la première fois que je m'apercevais qu'un livre était un produit. Pour moi, c'était une œuvre de l'esprit. Toujours est-il que mon copain a laissé tomber. Moi, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais faire le profil d'une œuvre sur 1984. Et donc, j'ai fait, là, ce que je voulais faire, c'était une analyse de 1984 pour bien montrer l'actualité de ce livre. Parce que c'était déjà l'époque où les gens disaient, les pays de l'Est, pratiquement, c'est terminé. 1984, ça n'existera plus, et il n'y aura plus jamais de dictateur, etc. Alors que c'est complètement faux. Si vous prenez les éléments un par un de tout ce qu'il y a dans 1984, vous apercevez que ça s'applique, mais vraiment de façon fascinante à la réalité actuelle, à commencer par le fameux trou de mémoire. Vous avez dans 1984 des spécialistes des archives qui sont obligés de jeter des archives dans un trou de mémoire, tout ce qui est plus conforme à ce qu'est la modernité. C'est-à-dire que c'est une société qui, pour établir un empire absolu sur les gens à l'instant T, supprime le passé, parce que les gens dans le passé peuvent trouver des résistances, des modèles, des idées qui leur permettent de combattre l'actualité. Et moi, je suis aussi, alors naturellement, le héros de 1984, à un moment, lorsqu'il reçoit le faux résistant de la dite fraternité, qui lui dit « À quoi devons-nous voir ?» Il lui dit « Au passé ». Parce que le passé, alors ça c'est encore un truc du là, le passé n'est jamais le passé. Nous sommes tous du passé vivant. Nous sommes tous pétris de notre double tradition gréco-latine et judéo-chrétienne, à travers les textes, à travers la langue, à travers l'étymologie de la langue. Quand on parle d'hypermarché, c'est grec. Quand on parle de supérette, c'est latin. Bref, le passé est toujours là, il est toujours en nous. Et dans le passé, il y a eu une foule de possibilités, il y a eu une foule de graines d'avenir qui ont donné la société actuelle, mais il y en a plein d'autres qui auraient pu donner d'autres types de sociétés. Donc l'idée n'est pas de faire du passéisme, mais d'aller chercher dans le passé
des graines d'avenir. Le passé, c'est une immense réserve de graines d'avenir. Et s'il y a une chose qui est pas mal dans notre temps, c'est toutes les recherches qu'on fait pour redécouvrir les civilisations. Dans le livre, dans le documentaire de Marie-Monique Robin qui porte sur la sacrée croissance, je ne sais pas si vous l'avez vu, non? Vous voyez-le, c'est intéressant, parce qu'il y a plein d'exemples, justement, de modèles de réalisation de vie, sans publicité, justement. Et notamment, il y a des villages qui se sont... qui ont rétabli des communs, c'est-à-dire un tiers de la surface du terroir qui est consacré à tout le monde. Du bois où chacun peut aller, etc., des promenades, donc des communs. On rétablit ce qui était habituel dans les sociétés d'antan, qui consistait bien entendu pour les paysans à avoir des terrains, si possible, une propriété privée, mais on gardait un espace public créatif, enfin productif, qui était les communs. On est en train de retrouver ça. C'est quand même extraordinaire. Donc, et tout ça. Il faut regarder le passé avec ce regard-là, bien sûr. Les biens communs. Oui, le bien commun. On appelait ça les communs directement, et c'était le bien commun, bien sûr. Alors qu'actuellement, on est en train de tout privatiser, et c'est ce qu'on appelle la marchandisation, bien sûr. Est-ce qu'il existe des groupes, je dirais plus basés sur des groupes de parole, des groupes de désintoxication, je dirais publicitaire, etc. Parce que finalement, on ne s'attaque pas trop à ça au niveau psychologique, parce que, entre guillemets, on est complètement absorbé de l'enfance par ça. Et comment se désintoxiquer par ça? Est-ce qu'il y a certains, je ne sais pas, psychologues ou de psychologie qui s'intéressent à ça? J'ai l'impression qu'ils sont un peu dans la psychologie scientifique. Un peu dans le mode néolibéral, il n'y a pas vraiment voilà. Donc je pense que peut-être c'est une voie, enfin, je ne sais pas, Faites appel aux gens qui se sentent aussi allés chez vous. Moi je veux bien vous faire une conférence. Moi je pense qu'effectivement on peut se désaliéner en commun. Enfin, certaines personnes peuvent faire sur eux-mêmes ce travail, mais on ne peut se libérer qu'ensemble. C'est sûr. Mais pardon, dans ce sens, justement, est-ce que vous travaillez déjà avec les gens qui travaillent sur le BNB au lieu du PNB, donc le bonheur national brut, qui est un indice qui a été retenu au bout Alors, disons, l'ensemble des personnes qui produisent des textes pour la décroissance, naturellement, manipulent, enfin, réfléchissent sur ces questions d'empreinte écologique, de bonheur, etc. Il y a aussi l'indicatif de bien-être. Enfin, oui, il y a plusieurs indicatifs de cette ordre-là. Bon, pour essayer de faire prendre conscience aux gens qu'actuellement, on a une empreinte écologique qui n'est déjà plus supportable pour la planète Terre. Bon, là, il y a des gens qui font cette réflexion. Mais, si vous voulez, la réflexion ne peut pas porter simplement sur ce qu'on pourrait faire, parce qu'on le sait bien, par exemple, pour le climat, ce qu'il pourrait faire, mais sur ce qui fait qu'on ne le fait pas. Qu'est-ce qui fait... mais justement, j'allais terminer ma question, donc je voulais dire, est-ce que vous travaillez avec ces gens-là, et est-ce que vous travaillez par exemple avec des groupes comme celui de Émergence ASBL, c'est le groupe avec Mathieu Ricard, Christophe André et quelques autres, qui tous les ans à Bruxelles, fin septembre, organisent plusieurs jours de réflexion, avec des penseurs justement comme vous ou comme d'autres dans d'autres directions, Jean-Marie Pecq, etc. Et ce serait à mon avis très intéressant que vous travailliez avec eux. Moi j'ai participé à la décroissance, à la revue Anthropia, qui est une revue théorique sur la décroissance. Mais moi, je suis un minable prof de lettres. Je me suis intéressé à la publicité au départ pour faire de l'analyse de discours. J'ai vu que, j'ai quand même des préjugés humanistes fortement ancrés. C'est pour ça, parce qu'on ne vous a pas dit non plus que j'avais fait une école de commerce, et qu'à la fin de cette école, je me suis reconverti pour faire une agrégation d'être moderne. HEC en l'occurrence, bon, eh bien, actuellement, sur le plan de la réflexion pour une société nouvelle, ce n'est plus mon truc, je suis sec, j'ai rien à dire, enfin bon, c'est aux gens dans leur ensemble à essayer de trouver ça. Et donc j'écris des choses plutôt littéraires, des fictions, des choses. Mais il y a plein de gens qui font ça, qui réfléchissent à ça. Et quand on me demande de faire une conférence sur la publicité, je termine toujours, forcément, parce que je ne peux pas faire autrement, par répondre à la question de la décroissance. Et je me souviens d'un jeu, enfin, c'est intéressant, parce que un jour j'avais tellement convaincu, pas converti, une dame qui était dans le public, elle me dit,
suis tout à fait d'accord avec vous, mais alors voilà, j'ai un micro-ondes, j'ai un lave-vaisselle, j'ai deux lave-linges, j'ai deux télés, etc., etc. Bon, dans ma famille, et alors je sens bien que j'en ai trop. Par contre, moi je commençais, et aussi, qu'est-ce que je vais devenir si je me prive de ces objets? Alors naturellement, j'allais quand même pas insister en lui disant « espèce de coupable !» Bon, et il y a un gars qui s'est levé, et c'était quand même, il y a bien, il y a plus de 10 ans, qui a dit « moi madame, je suis né en 1925, en 1940, quand il y a eu la guerre, on a été affolés, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? On n'aura plus rien, on ne pourra plus vivre, etc. » Il dit, mais on s'est très bien débrouillé. On a révisé nos besoins, on s'est débrouillé. Les Français ont su quand même se débrouiller. La débrouille était collective. Bon, il y a quand même beaucoup plus de gens qui étaient à la campagne que maintenant. Donc, ça tout plus facile. Mais ça se retrouve, tout ça. Alors, mais la plupart des gens que je connais qui réfléchissent sur le problème de la décroissance, disent, 1, elle est éminemment souhaitable, 2, il faut la préparer, parce que si elle nous tombe dessus, ça va être une catastrophe, 3, les dirigeants le savent, mais ils n'arrivent pas à le croire, ils ne peuvent pas faire autrement. Regardez la façon dont, en ce qui concerne le réchauffement climatique, les autorités mondiales se réunissent, disent, dans 30 ans, il faudra qu'on baisse de temps, après ils se réuniront dans 30 ans pour dire, il faudrait peut-être qu'on baisse de temps, et puis il sera trop tard. Donc, la plupart des gens qui sont un peu sérieux sont pessimistes dans la mesure où ils disent il y aura forcément une société de non-croissance, de partage, mais il faudra qu'il y ait une catastrophe avant, parce que sinon les gens ne pourront pas d'eux-mêmes faire non pas rétrograder, si vous voulez, mais revenir au rond-point à partir duquel on a pris la mauvaise direction pour en prendre une autre. Oui. On a quand même eu quelques catastrophes, je pense notamment de nucléaire, donc ça représente aussi l'apogée dans le système de la consommation, l'électricité qui s'est vendue comme l'électricité pas chère, etc., etc. On a quand même eu plusieurs catastrophes, de la plus ancienne, Fukushima, de la Tchernobyl, en passant par l'électricité pas chère. Oui. Et apparemment. Alors, justement, moi je vous renverrai volontiers à un livre de Bertrand Méheux. C'est l'auteur du livre qui avait pour titre « La politique de l'oxymore ». Alors, il a fait un deuxième livre qui est remarquable, mais avec un titre stupide. Je vais vous dire, le titre s'appelle « La nostalgie de l'occupation ». Alors, si vous lisez le titre, vous merde. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Bon. Et en fait, ce qu'il voulait dire, il l'explique dans le premier chapitre. La question qui se posait, c'était celle-ci. Comment se fait-il qu'en 1940-45, tout le monde, ayant conscience, enfin tout le monde, une bonne partie des gens, ayant conscience de ce qu'était le nazisme, se sont mobilisés et ont résisté et ont, à l'histoire internationale, et ont réussi à tuer la bête, provisoirement. Bon. Voilà. Donc c'est ça qu'il voulait dire. Quand c'était l'occupation, les gens résistaient. Et alors, la suite, il y a un chapitre qui dit, pour titre, la catastrophe les yeux ouverts. Et il dit voilà, ça va d'abord été un article d'ailleurs dans Entretien, il dit voilà, les gens savent, les élites savent, les rapports du GIEC, les rapports internationaux sur les limites du pétrole, tout le monde le sait, ils savent, ils ont les documents, ils savent que ça ne pourra pas durer. Ils savent qu'on est déjà en train de consommer la terre avec une empreinte écologique de 2,2 hectares, alors que normalement il n'en faudrait qu'un 1,8 par homme, par être humain. Voilà. Donc ils savent ça, mais ils n'arrivent pas à rétro-pédaler. Ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas. Ils sont pris dans le système. Et donc ça ne pourra déboucher que sur une catastrophe. Ils ont les yeux ouverts, ils savent qu'elle arrive. Et alors là, on sera obligé de repartir à zéro ou en marche arrière. Voilà, bon. C'est ça qu'il dit. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. Voilà, il dit c'est pour ça qu'il avait donné ce titre. Comment se fait-il qu'il y a 70 ans, on voyait bien les limites, enfin, ceux qui menaçaient la planète ont résisté. Maintenant, on le sait, on a tous les éléments scientifiques pour le savoir. Les scientifiques le disent, à part Allègre, qui est un petit peu sonnet, mais voilà. Et les hommes, les responsables politiques ne veulent pas, ne peuvent pas. Alors c'est difficile, parce que c'est pas évident, mais quand même. Bon. Alors naturellement, on dit aux gens de la décroissance, ouais, c'est plus gentil, vous n'allez quand même pas dire aux gens du tiers-monde, il faut décroître.
Alors qu'ils ont toujours dit, mais on n'a jamais pensé qu'il fallait qu'ils décroissent. Eux, au contraire, il faut que leur niveau de vie, au bon sens du mot niveau de vie, s'élève, bien sûr. Bien entendu, ils l'ont dit ça. Voilà.